bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Vous le savez, votre santé reste une priorité. Ce soir, la thématique, la transplantation rénale. Et pour vous en parler, bien sûr, des professionnels de santé. Nous parlons ce soir de la transplantation rénale. Avec nous, docteur Joëlle Clodéon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes très en beauté avec votre jaune. Ça vous va à merveille. Merci. Vous êtes néphrologue responsable de la greffe rénale au CHU de la Guadeloupe. Juste à côté de vous, professeur Pascal Blanchet, bonsoir. Bonsoir, Madame Zabarel. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. C'est un plaisir. Vous êtes chirurgien urologue. Et bien sûr, comment parler de la transplantation rénale et ne pas avoir quelqu'un qui puisse nous raconter son histoire, quelqu'un qui a été transplanté. Eh bien, on a eu la chance et le privilège d'avoir ce soir avec nous Monsieur Claude Strazel. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Vous avez été transplanté, vous allez nous parler de votre histoire, nous dire un petit peu les différentes étapes et comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vous vivez avec ce changement. Il n'y a pas de problème. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste avant quand même, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit quand on dit un médecin néphrologue, est-ce que vous pouvez leur expliquer, docteur Clodéon? Bien sûr. Alors, un néphrologue, c'est un spécialiste des maladies rénales. Donc, notre travail consiste en fait à dépister les maladies rénales, donc à faire le diagnostic des maladies rénales, à les traiter, à prévenir l'évolution de la maladie et à prendre en charge la maladie au stade terminal par les différents traitements dont la dialyse et la transplantation rénale. Alors comme on est déjà dans les petites définitions de chaque fonction, on va demander au professeur Blanchet de nous rappeler le rôle du chirurgien urologue. Alors, le chirurgien urologue travaille avec le néphrologue. Le néphrologue, c'est l'intellectuel qui s'occupe du rein comme filtre. Et l'urologue, c'est le manuel qui fait de la plomberie et qui peut être amené à changer un rein, à réparer un tuyau et qui s'occupe... c'est un chirurgien, médecin, mais chirurgien qui répare les tuyaux et change les organes. Donc on peut dire qu'à vous deux, en fait, vos deux fonctions se complètent. Exactement. Complètement. Complètement. Voilà. C'est bien le cas de le dire. Quels sont les symptômes? Donc à vous deux, on a bien compris que vous deux, vous maîtrisez le sujet, donc nous sommes dans une discussion. Quels sont les symptômes d'un mauvais fonctionnement des reins? Alors, au début de la maladie, il n'y a souvent aucun symptôme. C'est sur des bilans biologiques qui sont faits soit dans le cadre systématique, soit si les patients ont des facteurs de risque. Donc, des facteurs de risque qui peuvent être l'hypertension, qui est extrêmement fréquente chez nous, le diabète, les antécédents familiaux de maladies rénales, des maladies systémiques comme le lupus, orientent les médecins à faire des prises de sang. Et dans ces prises de sang, on diagnostique la maladie rénale. Donc au début, il y a peu de signes et au stade terminal de la maladie rénale, les signes sont peu spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe qui dit que le patient est atteint d'une maladie rénale. Donc il peut y avoir de la fatigabilité, des nausées, des vomissements, de l'anémie, mais il n'y a aucun signe spécifique de l'insuffisance rénale. Des jambes qui gonflent, mais les patients ne présentent pas les mêmes signes et les signes, le seul examen qui permet de faire le diagnostic, c'est la prise de sang avec le dosage de la créatinémie dans le sang. Voilà, c'est une maladie assez insidieuse et qui donc progresse lentement. Et comme l'a rappelé Joëlle, c'est le dépistage par les dosages sanguins qui permet de trouver la maladie plus tôt avant qu'elle ne s'exprime. À quel moment une personne a besoin d'une transplantation rénale? Alors, il y a plusieurs stades dans la maladie rénale chronique. En fonction des prises de sang et de dosage de la créatinine, qui est un déchet qui est produit par le corps et éliminé par les urines, on peut déterminer des stades de maladie rénale. Donc, il y a 5 stades de maladie rénale. Et à partir du stade 4 de la maladie, on peut parler de traitement de l'insuffisance rénale. Donc, la transplantation n'est pas le seul traitement. Il y a aussi la dialyse.
que ce soit la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse, associée à la transplantation, sont les 3 types de traitement de la maladie rénale au stade 5 ou stade terminal. Donc la majorité des patients, il y a quelques contre-indications à la transplantation, mais la majorité des patients au stade 4 et 5 de la maladie peuvent prétendre à une transplantation rénale. Qui peut donner un rein? Alors, d'abord, la majorité des transplantations rénales réalisées dans notre pays le sont à partir de donneurs décédés. Des gens victimes qui sont mortes, des personnes mortes, dans les suites d'un accident de la voie publique, dans les suites d'un accident vasculaire cérébral. Et si elles n'ont pas de leur vivant exprimé sur un registre national leur refus, et après interrogation de leur famille pour savoir si le défunt s'était exprimé sur ce sujet, ou bien recueillir l'avis des proches, le prélèvement peut être autorisé dans un établissement habilité, et à partir de là, des greffes pourront être faites à partir des reins qui sont prélevés. Mais il existe une deuxième possibilité, moins fréquente, mais tout aussi intéressante, c'est celle de pouvoir bénéficier d'une greffe à partir d'un donneur vivant. Ce donneur vivant pouvant être une personne avec qui on a un lien affectif, pas seulement un membre de la famille, ça peut être un proche qui n'est pas de lien familial. Si cette personne est en très bonne santé, après un bilan médical très important, très poussé, on sait qu'on peut continuer à vivre longtemps et bien avec un seul rein, et que donc un des 2 reins peut être prélevé pour donner à un receveur. Cette greffe, elle se fait de celle-ci de façon programmée, et elle donne des résultats qui sont encore meilleurs que ceux de la greffe réalisée à partir d'un donneur décédé, qui sont déjà excellents. Comment on fait pour obtenir un rein? Parce que nous savons pertinemment que c'est très difficile. On se documente, on regarde un petit peu et on voit bien, selon les informations qu'on nous donne, qu'il y a de grandes listes d'attente. Est-ce que c'est vrai, professeur Blanchet? Alors Joël pourra répondre tout aussi bien que moi. Je vais commencer par quelques mots. Oui, il y a de l'attente. On s'inscrit sur une liste nationale d'attente. C'est géré par nos tutelles, l'Agence nationale de la biomédecine, qui gère cette liste d'attente, et elle peut être longue en fonction de divers critères qui sont l'appartenance à nos groupes sanguins. Il y a des groupes sanguins qui attendent plus longtemps que d'autres, les groupes tissulaires, les maladies que l'on présente, l'immunisation de notre corps, qui peut générer des différences. Et Joël va compléter ma réponse. Oui, bien sûr. Donc oui, l'attribution des reins dépend donc d'un groupe sanguin. Lorsqu'un rein nous est proposé, on a une liste de receveurs en fonction donc du groupe sanguin, d'une note compatibilité tissulaire qu'on appelle HLA, qui est un petit peu plus complexe, de la concordance entre l'âge du donneur et du receveur, parce que les reins jeunes pour les patients jeunes, les reins âgés pour les patients un petit peu âgés, afin de maintenir une équité pour l'accès à la greffe pour les patients sur la liste d'attente. Quand on a donc une connaissance, comme on disait tout à l'heure, une personne qui reste une connaissance qui a besoin d'un rein, donc on a cette possibilité de faire les examens qu'il faut pour voir si on est compatible et de donner un rein à cette personne-là. Exactement. Alors, la majorité des patients qui sont traités pour les maladies rénales, donc quel que soit le type de traitement, hémodialyse ou dialyse péritonéale, peuvent avoir accès à la transplantation rénale, donc peuvent avoir accès à la transplantation rénale à partir d'un donneur vivant. Ça reste, notamment chez nous, extrêmement difficile d'avoir accès à ce type de donneur, parce que je pense qu'en Guadeloupe, on n'est pas suffisamment informé sur cette possibilité de greffe. Donc c'est possible, on l'a fait au CHU de Guadeloupe. On n'a malheureusement pas suffisamment de candidatures de donneurs potentiels pour les receveurs de notre interrégion Antilles-Guyane. On va revenir tout à l'heure pour rassurer
certaines personnes qui ont peut-être envie de donner, mais qui se demandent est-ce qu'on vit correctement avec un seul rein. Mais juste avant, je voudrais demander à Monsieur Strazel, Claude, ici présent, de nous raconter un petit peu. Vous avez été transplanté. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Déjà, à quel moment vous avez su qu'il y avait un problème? Que s'est-il passé? Racontez-nous. Alors, on va faire un petit récit, on va synthétiser tout ça. En fait, c'est un banal contrôle, hein, comme l'a dit si bien les médecins. Je rendais visite à la femme qui est mon épouse aujourd'hui, donc ça remonte il y a 35 ans de ça. Hein. Et du coup, je présentais, à l'époque, elle me disait que j'avais les yeux rouges. Bon, vous savez, les yeux rouges, bon, à l'époque, on se laissait aller, on avait toujours une bière à la main, bon, on ne prêtait pas attention à ça. Sauf que c'était un petit peu inquiétant. Donc du coup, j'ai accepté de me prêter au jeu de son amie infirmière, qui était juste à côté, et puis j'ai pris une tension. Et puis ne voilà-t-il pas que la tension est à 9,25. Donc du coup, la professionnelle qu'elle est, elle a trouvé ça un peu élevé, et elle m'a invité à rencontrer mon médecin traitant. Ce que j'ai fait, mais sans conviction aucune. Hein. Je suis rendu visite au médecin, je lui ai dit, bon écoutez, il paraît que j'ai de la tension. Effectivement, il présentait effectivement de la tension. Lui, il s'inquiétait sérieusement. Donc il a pris rendez-vous avec le médecin, il a fait ce qu'il fallait. Sauf que c'était la veille de mes examens. À l'époque, je préparais les examens de cuisine. Donc j'ai refusé ces médicaments, ces visites au CHU. Et donc il m'a fait, à l'époque je me rappelle, il m'avait fait signer une décharge parce qu'il y avait des risques. Et en fait je voulais participer à mes épreuves sportives. Parce qu'en fait dans l'examen ça comptait énormément, tout ça. Et donc j'ai accepté après les examens de revenir le voir. Et à ma grande surprise, je suis resté 2 mois au CHU. Là, on m'a expliqué que j'avais une problématique. Bon, à l'époque, je ne comprenais pas trop les termes. Hein. J'avais 18 ans. Donc, du coup, et puis là, on m'a expliqué que bon, il fallait faire une biopsie. On m'a fait une biopsie et puis les résultats partaient à l'époque en métropole. Et puis un jour, on m'a dit, monsieur, vous présentez 500 de créate. Alors aujourd'hui, je sais ce que c'est. Enfin, à l'époque, 500 de créate. Vous pouvez nous expliquer pour qu'on puisse comprendre ce que c'est? Oui, alors la créatinémie, c'est un marqueur d'insuffisance rénale. Donc c'est un des toxiques qui est produit par les muscles et éliminé par les reins. Donc quand les reins ne fonctionnent pas, le taux dans le sang augmente. Donc le taux normal est entre 80 et 100 micromoles par litre. Et 500, c'est 5 fois la normale, c'est signe d'une maladie rénale sévère. Et à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, c'était assez compliqué dans ma famille à l'époque, donc je n'ai pas prêté attention. J'ai simplement plié bagage, je suis rentré chez moi, j'ai annoncé à mon père la nouvelle. Bon, c'était un peu compliqué, franchement, je ne me suis pas trop intéressé à ça. Parce qu'en fait, je vivais normalement. Et quelques mois après, nous avons quitté le département. Et j'ai quand même eu l'intelligence à l'époque de dire au médecin qui m'avait dit ça à l'époque, de me faire un courrier. Donc, je partais avec un courrier sur Paris. Sauf qu'en arrivant à Paris, c'est devenu une priorité secondaire. Donc, du coup, j'ai cherché du boulot, je me suis intéressé à ma vie professionnelle, je me suis installé, on était une jeune couple. Et ce n'est que 2 ans après que je me suis soucié de ce fameux courrier. Et en fait, donc je me suis rapproché de l'époque, c'était Brousset. Je suis tombé sur un jeune interne qui s'appelle, j'ai oublié son prénom. Et c'était un jeune, je me rappelle, et quand j'ai été le voir, il m'a carrément mis en index, hein, parce que vous imaginez maintenant, on sait de quoi on parle, mais enfin, si vous présentez 500 de créate il y a 2 ans en avant, donc sans bilan, sans faire aucune intervention, 2 ans après, il y a de fortes chances que ça ne va pas mieux. Effectivement, hôpital du jour, enfin, tout le cursus normal, et là, les résultats qui arrivent en catastrophe, là, on m'annonce 1000 de créate. Alors là, je m'interroge, je dis, mais de quoi on parle? Et là, on m'explique que là, monsieur, vous présentez une phase terminale, enfin, tout le jargon que les médecins connaissent. Donc là, j'avais carrément perdu le 2e rein. Et donc, ça s'est enchaîné très vite avec tout ce qu'on appelle le protocole fistule. On fait ça. C'est un petit peu compliqué quand ça vous tombe dessus. Donc, j'ai tilté, j'ai pas accepté, j'ai refusé, je me suis rembarré, je suis parti. Il a fallu que le médecin rattrape mon épouse, qui est ma compagne de l'époque, et lui fasse comprendre que je risquais le pire, quoi. Donc, du coup, il m'a fait signer une décharge, je me suis fâché.
Et il a fallu que ma femme me menace à l'époque, me fasse comprendre que c'était ça ou elle partait. Enfin bref, c'était un peu... À ce point-là, quoi, oui. Oui, parce que bon, vous avez quelqu'un qui vous dit vous allez crever, on ne connaît pas ce monsieur. Bon, bref, en tout cas, j'ai abdiqué. Et effectivement, après, j'ai découvert la partie difficile. Ça a été un petit peu difficile. C'est comme ça que j'ai découvert ma maladie. Alors, à partir de ce moment-là, je suppose que vous êtes hospitalisé, c'est ça? Non, à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait un planning de dialyse. Très bien. À l'époque, on fait 3 fois 4 heures, c'est-à-dire que vous avez dans la semaine, vous avez 3 séances. C'est compliqué quand vous êtes habitué à une certaine liberté, vous jouez votre planning, on vous explique que alors c'est 3 fois par semaine, hein, c'est à intervalle de jours. Du coup, vous arrivez dans un endroit, le public était assez vieillissant à l'époque, j'étais le seul jeune, donc vous vous retrouvez dans une grande salle avec des machines que vous ne comprenez pas, Bon, aujourd'hui, je sais, je comprends, mais à l'époque, quand je me remets dans ce contexte-là, c'était très difficile et pendant la séance, les gens n'arrêtaient pas de pleurer. Donc, il a fallu que j'appelle le médecin, qu'il me fasse déplacer. Donc, ils ont reprogrammé ma séance dans une autre séance avec des gens plus jeunes. Donc là, j'ai pu avoir des échanges, parler. Voilà, donc c'est une partie de mon existence qui était compliquée parce que je n'ai jamais arrêté de travailler. J'étais cuisinier, hein. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de cette maladie-là, on la cachait un peu, quoi. Et cette partie où vous faites dialyser dure combien de temps? À l'époque, alors, ça varie selon les patients, mais moi, c'était 4 heures. Oui, mais vous vous êtes fait dialyser pendant combien d'années? Combien de temps? 20 ans. Oh là là. Alors, il y a eu un épisode greffe entre les deux, mais ça a duré 20 ans. 20 ans. Voilà. On arrive au stade de la transplantation. Il fallait attendre longtemps. Alors, moi, j'ai eu une espèce d'insouciance salvatrice dans la mesure où j'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. À l'époque, c'était pas ma préoccupation. À l'époque, j'ai tendance à dire que la prévention routière était négligente. Il y avait beaucoup de morts. Donc, du coup, il y avait des reins. Okay. Donc, du coup, au bout d'un an, on m'a dit, monsieur, vous avez un rein. Donc j'ai perçu ça comme un truc assez rapide en fait. Donc on m'a donné un rein au bout d'un an. Du coup, je me suis retrouvé libre à nouveau de mes mouvements, enfin, entre guillemets, avec un traitement que j'avais plus ou moins assimilé. Mais j'ai jamais cessé mon activité professionnelle. Ça, c'est important. Je suis un professionnel de la cuisine, c'était compliqué. À Paris, il y avait des horaires insoutenables. Et il n'était pas question pour moi d'abdiquer sur ma carrière professionnelle. Donc du coup, j'ai sacrifié énormément de choses. Et en fait, j'ai perdu le rein au bout de 4 ans et demi. J'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi et comment. Il a fallu que je revienne quelques années après en dialyse, et là, ça a duré bien 10 ans. Oh là là. Et là, j'ai compris de quoi on parlait. J'ai appris ma maladie dans la deuxième partie de cette vie-là. Voilà. Donc, cette insouciance m'a permis, si vous voulez, de ne pas me poser des questions existentielles. Est-ce que je vais vivre ou mourir? Je n'ai pas vécu ça comme ça. Par contre, j'ai eu largement le temps, après, de comprendre la maladie, de l'apprendre. Et puis, j'ai eu un environnement incroyable, quoi. J'ai eu une famille proche, incroyable, qui m'a toujours soutenu. Je crois que c'est fort, c'est important ça. C'est très important. Vous allez nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, après toute cette période, toute cette étape, toutes ces étapes, est-ce que vous vivez normalement? Comment ça va? On va en parler tout à l'heure. S'il fallait qu'on revienne sur les différentes étapes, je crois qu'à travers ce que nous a dit M. Strazel, on a déjà une vision de ces étapes, et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Avec vous deux. D'accord. Allez, commence. Donc la première étape, donc la maladie rénale, donc qui initialement était sévère au stade pré-terminal, comme l'a décrit M. Strazel, qui s'est dégradée avec le temps, donc sans prise en charge, sans traitement efficient, sans prise en charge, la maladie rénale se dégrade avec le temps. Donc arrivé au stade terminal de la maladie, soit on y arrive en urgence, donc sans préparation, donc on arrive à l'hôpital en étant au stade terminal de la maladie, on n'est pas bien, on vomit, on a une hypertension, on a les jambes gonflées, et dans ces cas-là, il faut commencer la dialyse en urgence dans des conditions qui sont assez difficiles.
La deuxième façon d'arriver en dialyse, c'est avec un suivi néphrologique régulier où on prépare les choses. Donc à mesure de l'évolution de la maladie et du stade de la maladie, on prépare les choses. Arrivé au stade 4 de la maladie rénale, donc au stade pré-terminal, il y a 5 stades de maladie rénale, on commence à préparer la dialyse. Donc pour faire la dialyse, il faut une fistule, comme l'a dit M. Strazel. Une fistule, c'est une grosse veine qui peut être ponctionnée à un débit suffisant pour alimenter une machine qui nettoie le sang. Donc ça, c'est la dialyse. Donc il faut plusieurs semaines pour préparer cette fistule, donc ça nécessite de la préparation. Dans le même temps, on fait le bilan pré-greffe, donc le bilan pour la transplantation rénale. On s'assure qu'il n'y ait pas de contre-indication à la transplantation rénale pour que quand le malade arrive au stade terminal, il ait toutes les options possibles, l'option de la transplantation, donc d'être sur la liste d'attente et d'être traité par la dialyse en attendant. Une fois qu'on est inscrit sur la liste d'attente, on est appelé pour une première transplantation rénale. Donc, je vais laisser M. Blanchet peut-être expliquer un peu la partie aiguë de la transplantation. Alors donc là, le patient est arrivé soit en urgence, il est passé par la dialyse, comme Joël Clodéon vient de l'expliquer, il est inscrit sur une liste d'attente nationale. Il peut avoir la chance d'avoir un donneur autour de lui, un donneur vivant, et à ce moment-là, on va programmer un acte chirurgical. Si ça n'est pas le cas, il va attendre et un jour, une nuit, un 1er janvier, un 25 décembre, un appel par l'intermédiaire de son néphrologue, un appel va lui survenir pour lui indiquer qu'il y a potentiellement un rein qui est compatible avec lui, qui va rester encore au dernier moment une vérification ultime de la compatibilité. Et si ce rein colle avec lui, il va arriver appelé dans un hôpital, dans une structure médico-chirurgicale, une préparation, des infirmières qui savent faire autour de lui, qui lui posent une voie veineuse, qui lui font des bilans, qui le descendent en radio, qui le remontent, enfin tout un environnement qui lui passe déjà des médicaments pour le préparer. Il va filer dans un bloc opératoire et un acte chirurgical va être réalisé. On va mettre ce nouveau rein dans un autre endroit que l'endroit où sont les reins habituels. Les reins habituels qui ne marchent plus sont laissés dans l'endroit où ils se trouvent et on va positionner à un autre endroit. C'est le même depuis que la greffe existe, c'est-à-dire depuis 1954, où les premières greffes ont été réalisées entre des jumeaux. Et depuis, c'est toujours la même technique chirurgicale, un peu améliorée, mais qui a lieu. Voilà, cette intervention a lieu, il passe dans une salle de réveil, il remonte dans un environnement médico-chirurgical où il a une surveillance rapprochée. Pendant un certain nombre de temps ? Pendant une hospitalisation qui au plus court va durer une dizaine de jours et qui peut être plus longue en fonction de l'évolution de ce greffon qu'on vient de lui apporter, qui peut redémarrer plus ou moins vite et qui peut donc nécessiter une hospitalisation plus ou moins longue et qui marche. La greffe, c'est un beau traitement, c'est le traitement qui donne la meilleure qualité de vie, la meilleure espérance de vie et qui réussit dans l'immédiateté. 9 fois sur 10, la greffe est un succès immédiat. Après, avec le temps, et notre intervenant l'a rappelé, ça peut se dégrader plus ou moins vite, suivant des tas de particularités. Mais voilà, ça permet aux patients, dans un autre parcours, de prendre un autre chemin de vie. Un beau chemin comme on voit le vôtre. Avec M. Claude Strazel. Nous allons marquer une courte pause et revenir dans un court instant. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, ce soir dans Santé 10, nous parlons de la transplantation rénale.
Vous êtes dans votre émission Santé 10. Nous avons commencé depuis 20h. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et ce soir, nous parlons de la transplantation rénale. Nous avons la chance et le privilège d'avoir sur le plateau ce soir Dr Joëlle Clodéon, qui est néphrologue mais aussi responsable de la greffe rénale au CHU de la Guadeloupe. Juste à côté d'elle, le professeur Pascal Blanchet, chirurgien urologue, et bien sûr le témoignage ce soir de monsieur Claude Strazel, qui a été transplanté, qui nous a parlé un petit peu de son histoire et qui nous dira dans un petit moment comment aujourd'hui il vit, qu'est-ce qu'il a envie de dire à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir. On va en parler dans un petit moment. Pour les personnes qui ont envie d'être rassurées, on donne un rein. Si on nous dit qu'on peut donner un rein, c'est parce qu'on peut très bien vivre avec un seul. Oui, on peut très bien vivre avec un seul rein, dès lors qu'on a eu une évaluation médicale très approfondie. Et d'ailleurs, un transplanté vit avec un seul rein. Des gens naissent avec un seul rein. Des personnes perdent un rein lors d'un problème. Et on vit très bien avec un rein. Donc, il est possible, on peut être rassuré, on peut donner un rein à un proche, affectivement, et continuer de vivre normalement, longtemps, et avec une belle qualité de vie. Docteur Clodéon, quand on prend la décision de donner un rein à quelqu'un, je suppose qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place aussi pour la personne qui veut donner le rein. Oui, c'est à quel niveau? Pour savoir si la personne est compatible, des examens. Ça commence, un don de rein, ça commence dans la famille, dans le cercle familial. Alors, toute personne qui connaît le receveur potentiel depuis plus de 2 ans peut donner un rein. Donc, on est tous donneurs potentiels, vu la population et le nombre d'insuffisants rénaux qu'on a dans notre région, on est tous donneurs potentiels. Donc, ça commence là. Le don, c'est de proposer d'abord à un receveur, quelqu'un qui est en attente de rein, qui a une maladie rénale, dialysée ou non, et donc de se proposer comme donneur. Une fois qu'on s'est proposé comme donneur, on fait une prise de sang pour déjà voir le groupe sanguin, voir si les groupes sont compatibles, voir si le groupe un petit peu plus compliqué sanguin qui s'appelle le groupe HLA aussi est compatible, et on recherche aussi chez ce patient qui devient notre patient, le donneur, donc qui est traité comme tel, donc on recherche une contre-indication au don. Donc les contre-indications au don, ce serait soit des anomalies chirurgicales ou morphologiques sur les reins, soit une pathologie cancéreuse, soit l'hypertension, une hypertension sévère, le diabète, enfin toutes les pathologies qui pourraient entraîner une maladie rénale chez le donneur potentiel. On est extrêmement vigilant sur tous ces paramètres. Le bilan pré-don dure assez longtemps, il dure entre 3 et 6 mois. On fait des consultations mensuelles avec des prises de sang à chaque consultation afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie rénale ou de maladie autre. Et à la fin de ce parcours, on discute ensemble du dossier avec l'ensemble de notre équipe de chirurgiens, d'anesthésistes, de cardiologues. On discute de l'ensemble du dossier de ce patient et on le valide pour le don. Alors, les donneurs, tout le monde peut être évalué pour le don. C'est pas parce qu'on fait une consultation avec un néphrologue qu'on ira au bout de la démarche. Très bien. On peut arrêter jusqu'à l'entrée au bloc opératoire. Le donneur potentiel peut dire « je ne souhaite plus donner pour des raisons X ou Y ». Donc on l'entend tout à fait, puisque c'est volontaire, c'est un don volontaire. Aujourd'hui, alors c'est depuis le 1er juin 2004, nous avons ici en Guadeloupe un centre. C'est bien ça, la date est bonne, le 1er juin? La date est bonne, c'est le 1er juin 2004, c'était un lundi de Pentecôte, où nous avons réalisé, suite à un prélèvement, nous avons réalisé les 2 premières greffes chez des patients guadeloupéens. Ce centre, on a depuis réalisé 627, ce qui lui confère une expérience. Il ne s'est jamais interrompu, ni pendant les cyclones, ni pendant les grèves.
Il a juste été pénalisé en cette année 2020 par la crise Covid, qui a fini par lui imposer un arrêt temporaire. Donc il a été créé pour les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais, pour leur favoriser un centre de proximité, leur évitant un déplacement pas toujours possible, puisque quand les avions du soir sont partis, eh bien si on vous appelle pour un greffon, c'est trop tard. Donc il a été fait pour leur faciliter l'accès à la liste d'attente et l'accès à la greffe dans des meilleures conditions. C'est le but qu'il poursuit depuis sa création, qu'il continue de développer. Nous faisons encore insuffisamment de greffes par rapport à la prévalence de la maladie. C'est une maladie, l'insuffisance rénale chronique, qui est très forte dans la région Guadeloupe, la région Guyane, la région Martinique, à travers des maladies très fortes comme le diabète, l'hypertension. Donc on aurait besoin d'en faire encore davantage, et nos 627 ont l'air d'être un très beau chiffre, mais on aimerait en faire bien davantage. On a Clotaire des Abîmes qui demande comment faire s'il veut être donneur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans un premier temps. Appeler le centre peut-être, non ? Alors donneur, donc s'il y a deux donneurs, on vient de le voir, il y a le donneur qui a quelqu'un autour de lui, un proche. Et donc, s'il veut donner à un proche qui est malade et qui est dialysé, il faut qu'il l'exprime et les médecins l'expertiseront. Et puis après, il y a le don en cas d'un événement malheureux, une mort accidentelle. Eh bien là, il faut, je vous l'ai dit, avoir exprimé à ses proches. C'est la meilleure façon. Dites-le à vos proches, ce que vous pensez du don, pour que s'il vous arrive un événement malheureux, vos proches puissent exprimer exactement votre pensée et ne pas avoir à l'interpréter. Alors, Sabine, qui a 17 ans, nous demande, est-ce qu'il y a un âge pour être donneur ? Il faut être majeur. Pour être donneur vivant, il faut être majeur. Et il n'y a pas de limite d'âge supérieur. Concernant les donneurs décédés, dont vient de parler M. Blanchet, il n'y a pas de critère d'âge. Il y a la maladie rénale, comme l'a rappelé M. Strazel, touche l'ensemble des âges. Donc il y a des enfants aussi qui sont en attente de transplantation rénale. Donc les enfants sont prélevés pour les enfants. Alors, nous avons quelqu'un au téléphone. Allô ? D'accord. Allô, bonsoir ? Allô, oui, bonsoir. Oui. Alors, je voudrais poser donc 2 questions au médecin. Alors, à savoir, si la cyclosporine, c'est la seule molécule anti-rejet, et quelle est la durée de vie d'un greffon ? On vous laisse vous installer tranquillement devant la télé et nous allons répondre, en tout cas nous allons tenter de répondre à votre interrogation, Dr Clodéon. Alors la cyclosporine, c'est l'un des médicaments anti-rejet. Il y a plusieurs traitements anti-rejet qu'on adapte en fonction des conditions de la transplantation rénale. La cyclosporine est l'un des anti-rejets les plus anciens qui est utilisé depuis les années 80. Donc il y a d'autres traitements qu'on utilise en fonction des conditions de la greffe. Voilà. Marie-Georges. Et la deuxième. Il y avait un deuxième. Oui, il y avait une deuxième question. La deuxième partie, c'était sur la durée de vie d'un greffon. Donc la durée moyenne de vie d'un greffon, donc c'est une moyenne, c'est à 12 ans de vie d'un greffon pour les greffes à partir de donneurs décédés. Les greffes à partir de donneurs vivants durent un petit peu plus longtemps et peuvent aller jusqu'à 20 ans, voire 30 ans pour certains dans certaines greffes. Justement, la transition est toute faite parce que Clotilde nous demande, est-ce que dans une vie, on peut avoir accès à plusieurs transplantations rénales ? Je pense qu'on va laisser M. Strazel peut-être répondre. Voilà. Oui, puisque ça fait partie de son histoire. Voilà. Alors, oui. Alors, en ce qui me concerne, j'en ai eu 2. Oui. Dans mon entourage professionnel, il y en a eu qui ont eu jusqu'à 3. Oui. Vous en avez eu 2 et justement, dites-nous, comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vous vivez ? Dites-nous. Je vis bien, je vis très très bien, je suis en pleine forme et je vais vous avouer que l'un de mes secrets, pour ne pas dire le secret, c'est qu'en fait depuis que j'ai été transplanté, j'ai coutume à dire que je suis en perpétuelle vacances, je suis en permanence en vacances.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, je prends un malin plaisir à remplir mon planning. Il est rempli de partout, sauf de la dialyse. Ah. Voilà, parce que ça a été pendant longtemps pour moi une contrainte où il fallait que je cale ces 4 heures dans un planning. Voilà, et c'est à force de discussions avec les amis, parce que l'environnement, encore j'insiste, qui ont fini par me faire comprendre qu'il fallait que je gère cette maladie comme étant un rendez-vous, comme un cours de fitness. Ou enfin, voilà, il fallait caser ça dans ma tête comme étant un cours de fitness, comme un rendez-vous ponctuel. Et alors, bien entendu, pour pouvoir y arriver, il y a une hygiène de vie. C'est ça. On pourra peut-être en parler, mais la fameuse hygiène de vie qui vous permet d'aller en dialyse, de faire votre séance et d'en sortir debout. Parce que bon, il y a une réalité quand même, si on n'arrive pas à juguler un peu tout ça entre les médicaments, l'hygiène de vie et notre alimentation, parce qu'il y a quand même des contraintes. Bon, et c'est une fois qu'on a mis tout ça en note dans sa tête, très franchement, on vit normalement. En fait, il faut dire, je pense que je dis ça sous les contrôles du médecin, la dialyse n'a jamais tué personne. Donc, quand vous arrivez à passer ce cap-là, vous êtes, moi, comment vous dire, je revis depuis le 16 février 2005. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir? Lesquels? Ceux qui sont transplantés ou ceux qui sont en dialyse? Alors, à la fois ceux qui sont transplantés, et puis j'ai envie de dire ceux qui sont en dialyse aussi, mais aussi à l'entourage, parce que il y a une chose que vous avez soulignée en début d'émission, ça aussi c'est important, il faut qu'on soit bien entouré, la famille. Oui, alors, vous savez, moi je suis d'une famille assez... On a un mental. Alors j'ai hérité ça de ma famille, j'ai un mental d'acier, et aujourd'hui je partage ma vie avec quelqu'un qui elle-même a un mental d'acier, donc nous sommes des battants. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai coutume à dire que pendant mes années de dialyse, ça a duré suffisamment longtemps, j'attendais rien du tout. Moi, j'attendais pas une greffe. Je suis même sorti de la liste pendant des années, pour tout vous dire. Donc en fait, mon fonctionnement de dialyse n'était pas une perpétuelle attente, parce qu'en fait, cette histoire d'attendre un rein, ça peut vous miner le moral. En fait, moi, je n'attendais rien, je vivais, je fonctionnais, et je faisais en sorte que ça se passe bien. Alors j'ai reçu un coup de fil, comme dit le docteur Blanchet un jour. Ça m'a presque dérangé. Pour tout vous dire, ça m'a presque dérangé parce que vous avez une organisation, vous avez une famille, j'ai 3 enfants, ils sont à l'école, il y a un fonctionnement, il y a une entreprise à gérer, je suis chef d'entreprise, et on vous appelle comme ça à l'improviste en vous disant, monsieur, il faut cesser toute activité, et il y a un avion qu'il faut prendre ce soir. Voilà, ça s'est passé comme ça, j'avais 5 heures pour prendre l'avion, et la chance que j'ai eue, c'est qu'on a réussi à me caler sur le dernier vol. Mais sinon, il fallait partir à midi. Vous voyez, c'est assez agressif quand même comme coup de téléphone. Hein. Oui, on peut dire que c'est un peu violent. Voilà, ça vous arrive comme ça. Vous devez vivre avec une... Alors maintenant, tout le monde est connecté. Enfin, il y a 18 ans, on n'avait pas toujours ce réflexe d'avoir un portable à la main. Et quand ça vous tombe dessus, alors vous avez un petit pincement au cœur entre quitter tout le monde, quitter la famille brutalement, sans savoir comment, de quoi demain sera fait. Et en fait, vous êtes tenté, franchement, de dire non, je passe mon tour. Sauf qu'il y a tellement d'implications dans ça, c'est tellement lourd cette pathologie. Et puis quand on passe son tour, on n'aura peut-être plus jamais un tour. C'est pas conseillé. Enfin, je dis ça aujourd'hui parce que bon, on passe pas son tour comme ça. De toute façon. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes content de cela. Oui, je vis très bien, je suis très content. J'ai repris mes activités, je vis plein feu, tout se passe très bien. J'ai des postes à responsabilité, je suis heureux de ma vie, quoi. Voilà. Juste une petite remarque concernant le départ, le fameux départ juste avant 2004. Les patients, pour être transplantés, étaient appelés donc, de la métropole, devaient prendre un avion, donc n'importe quel jour, le 25 décembre, le 1er janvier, et devaient partir dans des centres métropolitains où ils restaient plusieurs mois. Les créateurs donc, de notre équipe, le professeur Blanchet, le docteur Desjardins, Roger Schut, le professeur Yes aussi à l'époque, qui ont créé l'équipe de transplantation rénale. C'est dans le but d'éviter aux patients de la région Antilles-Guyane de partir dans ces conditions-là que l'équipe, c'est pour cette raison que l'équipe a été créée en Guadeloupe. C'est bien de le signaler. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission. On va se faire un petit tour de table rapidement et puis
j'aimerais bien vous demander à chacun un petit mot de la fin. Je commence avec le professeur Pascal Blanchet. Alors, le message que j'aimerais passer, c'est pour tous les patients qui sont insuffisants rénaux chroniques, c'est s'ils ont la chance d'avoir autour d'eux quelqu'un qui peut leur donner, c'est magnifique. Voilà, et voilà, c'est une chance extraordinaire, et leur rappeler à tous que la greffe, c'est le traitement qui permet de donner la meilleure qualité de la vie, comme l'a rappelé M. Stralzer. Et puis c'est aussi, il faut le savoir, ce qui permet de vivre plus longtemps encore que les autres façons de gérer l'insuffisance rénale. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous pour bénéficier de la greffe rénale. Je rajouterai juste, vous l'avez entendu, on peut vivre parfaitement bien avec un seul rein. Donc, exactement. Un petit mot de la fin, docteur Clodéon. Alors, concernant les potentiels donneurs, donc ce serait bien qu'on parle un peu plus de l'insuffisance rénale en famille, lorsqu'on a quelqu'un qui est atteint d'une maladie rénale. Pour recevoir des patients atteints de maladie rénale en consultation, il est très rare de parler de cette maladie en famille. Donc, je pense qu'il serait intéressant d'en parler afin qu'on ait un petit peu plus de donneurs vivants. Merci. Monsieur Strazel, un petit mot de la fin? Oui, alors deux choses. J'ai entendu la moyenne d'âge d'un greffon. Pour ma part, j'en suis à 17 ans, donc je croise les doigts. Et puis, alors, ce que je voudrais dire, en fait, on va s'adresser aux transplantés. Vous savez, moi, ça va faire 17 ans, comme je dis, je me suis impliqué dans cette affaire. Aujourd'hui, je suis à l'ODRA, je suis vice-président d'association, nous sommes impliqués, nous travaillons au quotidien. Alors, je suis un petit peu en marge des associations dites classiques. Je porte mon soutien. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que tous les transplantés, il y en a, il y en a des gens, des personnalités, il y a des gens très importants, socialement bien placés, que nous portons nos compétences respectives. Alors, moi, je suis dans la restauration, j'œuvre tous les jours pour la restauration des dialysés. C'est mon métier. Dans mon domaine, je veux porter contribution. Et voilà, donc j'ai envie de dire à tous ces gens qui sont dans l'ombre, il y en a eu des illustres personnages. Venez, portez des contributions. Allez-y dans les associations. Professionnalisons les opérateurs. Alors, non pas comme étant des membres. Vous savez, aujourd'hui, la loi nous oblige à être présents dans des conseils d'administration. Non, il faut y aller maintenant, il faut s'investir. Et vous verrez que la mentalité va changer. Voilà quoi. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc, moi, je porte ma contribution, en tout cas tous les jours. Et des fois, je côtoie les médecins tout le temps. Je sais de quoi on parle. Je connais les facettes de ce métier. Et voilà, j'essaye d'œuvrer tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Claude Strazel. Merci d'être venu. Merci, Docteur Clodéon. Merci, Professeur Blanchet. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On va remercier nos deux réalisateurs ce soir, Jordan et Zébris. Et puis, pour finir, une petite vidéo qui va faire un petit récapitulatif de 2 minutes pour vous montrer un petit peu. Ça, je pense que c'est vraiment un petit récap de tout ce qu'on s'est dit pendant l'heure. Voilà. Belle soirée à vous. Et puis à jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Connect. Lorsque les reins ne fonctionnent plus, il existe 2 traitements dits de suppléance, la greffe rénale et la dialyse. Ces 2 options ne sont pas équivalentes, mais complémentaires. Souvent, les personnes jeunes dont les reins cessent de fonctionner connaîtront au cours de leur vie une ou plusieurs périodes de dialyse en alternance avec une ou plusieurs greffes. La greffe rénale consiste à transplanter un rein à un patient dont les reins ne fonctionnent plus. Quand elle est possible, la greffe rénale est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale. Elle permet une meilleure espérance de vie et une meilleure qualité de vie en comparaison à la dialyse. Pour recevoir une greffe rénale, il faut au préalable faire un bilan pré-greffe destiné à vérifier qu'il n'existe pas de contre-indication. Puis, il faut être inscrit par une équipe de transplantation sur la liste nationale d'attente de greffe. Il est possible d'être greffé sans passer par la dialyse. On parle alors de greffe préemptive. Les greffes préemptives ont de meilleures chances de réussite que celles qui sont réalisées après une période de dialyse.
Il s'agit de la meilleure stratégie thérapeutique. Le greffon peut provenir d'un donneur vivant ou pour les patients qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas recourir au don du vivant, d'un donneur décédé. Un membre de la famille, le ou la conjointe, un ou une amie peuvent donner un rein de leur vivant. Un bilan médical approfondi permet de s'assurer que ce don ne leur fait courir aucun risque pour leur santé. Les reins, ainsi prélevés étant d'une excellente qualité, les greffes de donneurs vivants fonctionnent mieux et plus longtemps que celles provenant de donneurs décédés. En France, 50% des greffes de donneurs vivants marchent toujours au bout de 20 ans. Cette durée médiane n'est plus que de 15 ans lorsque le greffon vient d'un donneur décédé. La greffe n'est donc pas une guérison. Un suivi médical régulier est nécessaire. La prise rigoureuse de médicaments immunosuppresseurs est indispensable pour éviter le rejet du greffon. N'hésitez pas à échanger avec votre néphrologue sur la possibilité d'être greffé, si possible sans passer par la dialyse, ainsi que sur les modalités de dialyse possibles pour vous. Le choix de votre traitement et de votre parcours de suppléance via la greffe et ou la dialyse doit être adapté à votre santé et à votre projet de vie. Vous devez y participer dans le cadre d'une décision partagée avec votre néphrologue. Votre choix n'est pas définitif, il peut toujours évoluer.